17e chant. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, Télémaque, ce fils chéri d'Ulysse égal aux dieux, s'empressa de fixer aux pieds de superbes sandales. Il prit sa forte javeline adaptée à sa main, et prêt à partir pour la ville, il dit à son porcher. « Bon vieux, je vais en ville. Il faut que ma mère me voie, car je n'ai pas l'impression que ces cris lamentables, ces pleurs et ces sanglots puissent vraiment trouver de fin avant qu'elle ne m'ait revu. Voici quels sont mes ordres. Conduis notre malheureux hôte en ville, afin qu'il puisse y mendier sa part. Là-bas lui donnera qui veut, un peu d'eau ou de pain. Pour moi, trop de soucis m'accablent, pour que je puisse me charger de tout le genre humain. Si mon hôte se sent formalisé par mes propos, tant pis pour lui, car moi j'ai toujours dit ce que je pense. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Ami, je ne tiens pas à rester ici plus longtemps. Pour celui qui quémande, il vaut mieux mendier en ville qu'à travers champs. Là-bas me donnera qui voudra bien. Crois-tu que je sois encore d'âge à rester aux étables pour obéir à tous les ordres donnés par un maître? Va donc, je suivrai l'homme que tu m'as donné pour guide, quand je me serai réchauffé et qu'il fera meilleur. Je n'ai sur moi que de méchants haillons. Le froid de l'aube me saisirait. La ville, à vous entendre, est loin d'ici. » Il dit, mais déjà Télémaque avait quitté l'étable. Il marchait d'un pas vif, couvant la mort des prétendants. Dès qu'il fut arrivé dans la demeure spacieuse, il déposa la lance qu'il portait contre un pilier et entra dans la salle en franchissant le seuil de pierre. La première à le voir, ce fut la nourrice Riclée, qui recouvrait alors de peau les sièges ouvragés. Les yeux en pleurs, elle courut vers lui, en même temps que les autres servantes d'Ulysse au grand cœur venaient et l'accueillaient en lui baisant la tête et les épaules. De sa chambre sortit alors la sage Pénélope. On aurait cru voir Artémis ou l'Aphrodite d'or. Les yeux remplis de pleurs, elle prit dans ses bras son fils, et tout en le baisant au front et sur ses deux beaux yeux, elle lui dit ces mots ailés d'une voix gémissante. « C'est donc toi, Télémaque, ô ma douce et tendre lumière. Je ne t'espérais plus, depuis qu'en secret, malgré moi, tu partis pour Pylos, à la recherche de ton père. Mais allons, dis-moi tout, comme tes yeux ont pu le voir. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Mère, n'éveille pas mes pleurs, ne jette pas le trouble en moi, puisque j'ai échappé à la cruelle mort. Va prendre un bain et mets sur toi des vêtements sans tache, quand tu auras rejoint l'étage avec tes chambrières. Promets d'offrir à tous les dieux de saintes hécatombes, si Zeus accomplit quelque jour des œuvres de vengeance. Pour moi, je vais à l'agora, afin d'y inviter un hôte que sur mon retour j'ai ramené ici. Il m'y a précédé avec mes compagnons divins. J'ai demandé à Piraeos de l'emmener chez lui pour le fêter et l'honorer jusqu'à ce que je rentre. » À ces mots, Pénélope, sans rien ajouter de plus, prit son bain, puis mettant sur elle des habits sans tache, promit d'offrir à tous les dieux de saintes hécatombes si Zeus accomplissait un jour des œuvres de vengeance. Cependant Télémaque était sorti de la grande salle, lance à la main. 2 chiens aux pieds agiles le suivaient. Athéna l'avait pénétré d'une grâce divine, et tous les regards se tournaient vers lui quand il passait. Les fougueux prétendants venaient lui faire 1000 grâces, mais dans le secret de leur cœur ne songeaient qu'à le perdre. Télémaque évita leur foule épaisse et vint s'asseoir là où siégeaient Mentor, Antiphos et Halithercès, qui étaient depuis le début des amis de son père. Il prit place et fut invité à tout leur raconter. Alors on vit venir Piraeos, le fameux lancier, qui de la ville avait mené son hôte à l'agora. Télémaque ne fut pas long à s'approcher de lui, mais déjà Piraeos prenait la parole et disait « Télémaque, dépêche à ma demeure des servantes, que je te rende les présents que t'a fait Ménélas. » Le sage Télémaque alors lui répondit ainsi. « Piraeos, nul ne sait comment les choses vont tourner. Si les fiers prétendants doivent me tuer en cachette dans ma demeure et se partager toutes mes richesses, plutôt que l'un d'entre eux, que ce soit toi qui en jouisse. Mais si c'est moi qui leur inflige une sanglante mort, quel bonheur pour moi de les prendre, et pour toi de les rendre. » Sur ce, il emmena chez lui son hôte infortuné. Sitôt qu'ils eurent pénétré dans la riche demeure, ils mirent leurs habits sur les sièges et les fauteuils et descendirent se baigner dans les cuves polies. Des femmes les lavèrent, les frottèrent d'huile fine, et sitôt vêtus de la robe et du manteau de laine, ils sortirent du bain et vinrent s'asseoir sur les sièges. Une servante apporta une belle aiguière en or et leur versa l'eau pour les mains sur un bassin d'argent. Puis elle dressa devant eux une table polie. Une digne attendante vint leur apporter le pain et leur servit fort ce bon plat tiré de ses réserves, tandis que Pénélope, assise non loin de la porte, en face de son fils, tournait sa quenouille légère. Alors ils tendirent les mains vers les plats préparés, et dès qu'ils eurent satisfait la soif et l'appétit, la sage Pénélope prit la parole et leur dit « Ô Télémaque, il va falloir que, regagnant l'étage,
j'aille m'étendre sur ce lit qu'emplissent mes sanglots et que mes larmes trempent chaque jour, depuis qu'Ulysse a suivi les Atrides jusqu'à Troie. Oh, qu'attends-tu, quand les fiers prétendants sont près de rentrer au palais, pour me dire ce que tu sais du retour de ton père? Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. Eh bien, ma mère, apprends de moi l'entière vérité. Parvenu à Pylos, Nestor, le gardien de son peuple, voulut bien m'accueillir chez lui dans sa haute demeure, et m'entoura de soins, comme un père accueillant son fils de retour après une longue absence. C'est ainsi qu'avec ses nobles fils il m'accueillit à bras ouverts. Mais au sujet de l'endurant Ulysse, il m'assura n'avoir jamais appris là-bas qu'il fût vivant ou mort. Il m'envoya donc avec des chevaux et un bon char chez Ménélas, le fils d'Atrée, illustre par sa lance. Je vis chez lui l'Argienne Hélène, à cause de laquelle les dieux avaient fait tant souffrir Achéens et Troyens. Aussitôt Ménélas, le bon crieur, me demanda quel besoin m'avait amené dans la divine Sparte. Je lui rapportai point par point toute la vérité, après quoi il me répondit en me disant ces mots. Grand Dieu, c'est dans le lit d'un homme à l'âme si vaillante que voudraient se coucher ces êtres vils et sans courage. Comme lorsqu'une biche, en l'antre d'un lion puissant, dépose ses fans nouveau-nés qui la tètent encore, pour courir les vallons boisés et brouter les ravins herbus. Mais le lion alors revient à sa litière et fait subir aux deux petits un sort des plus affreux. De même, Ulysse leur infligera un sort affreux. Zeus père, Athéna, Apollon. S'il revenait demain tel qu'il était jadis, lorsque sous les murs de Lesbos, se levant pour répondre au défi du Philomélide, il l'abattit d'un coup de poing pour le plaisir de tous. Que cet Ulysse-là vienne parler aux prétendants, leurs jours à tous seront comptés, et leurs noces amères. Quant aux points sur lesquels tu me demandes de répondre, je ne te dirai rien qui puisse t'induire en erreur. Ce que je tiens de l'infaillible vieillard de la mer, je te le donne sans omettre et sans taire un seul mot. Il dit l'avoir vu dans une île, en train de se morfondre près de la nymphe Calypso qui le retient captif, l'empêchant de rentrer chez lui au pays de ses pères, car il ne trouve ni vaisseau à rame ni marin pour le conduire sur le dos immense de la mer. Tel parla Ménélas, l'Atride illustre par la lance. Mon devoir accompli, je rentrai. Les dieux me donnèrent un bon vent, qui bientôt me ramena dans ma patrie. À ces mots, il émut son cœur au fond de sa poitrine. Théoclymène, égal aux dieux, prit alors la parole. Ô vénérable épouse du fils de Laërté Ulysse, cet homme ne savait pas tout. Retiens bien mes paroles. Je vais te faire une prédiction sûre et certaine. Par Zeus, premier des dieux, par cette table hospitalière et ce foyer du brave Ulysse où je viens d'arriver, apprends qu'Ulysse est enfin revenu dans sa patrie. Il y siège, ou y rôde. Et sachant leur sale besogne, il prépare déjà la mort de tous les prétendants. J'étais à bord du vaisseau bien ponté, quand le présage m'en fut donné, et que je m'en ouvris à Télémaque. La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. Plaise aux dieux étrangers que tes paroles s'accomplissent. Pour lors, tu recevrais de moi de tels gages d'amour que tout le monde, en te voyant, vanterait ton bonheur. Tandis qu'ils se livraient à cet échange de propos, les prétendants, groupés devant la grande salle d'Ulysse, se divertissaient à lancer disques et javelots sur l'esplanade, où d'ordinaire ils promenaient leur morgue. Mais quand vint l'heure du repas et que tous les troupeaux, épars à travers champs, furent rentrés avec leurs pâtres, alors Médone prit la parole. C'était le héros qui leur plaisait le plus et mangeait à la même table. « Jeunes gens, vous vous êtes tous bien divertis au jeu. Revenez au palais, que nous apprêtions le repas. Je ne vois rien de mal à ce que nous dînions à l'heure. » Il dit, et se levant, tous partirent docilement. Sitôt qu'ils eurent pénétré dans la riche demeure, ils mirent leurs habits sur les sièges et les fauteuils. Alors, on immola de grands béliers, des chèvres grasses, des porcs de belle taille, et une vache du troupeau, et l'on apprêta le repas. Pendant ce temps, Ulysse et le divin porcher se hâtaient de gagner la ville. Alors le maître des porchers prit la parole et dit « Étranger, puisque tu tiens à te rendre aujourd'hui même en ville, ainsi que l'a voulu ton maître, et je t'aurais bien volontiers laissé ici pour me garder la ferme, mais je respecte son désir et crains de m'attirer des reproches plus tard. Bien dur est le blâme d'un maître. Mettons-nous en chemin, car le jour avance à grands pas, et le froid se fera plus vif à l'approche du soir. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Je comprends, j'ai saisi. Ton ordre je l'avais prévu. Eh bien partons. À toi de me conduire jusqu'au bout. Mais si tu as un bâton de couper, donne-le-moi pour m'appuyer, puisque vous dites le chemin glissant. » À ces mots, tandis qu'il prenait sa méchante besace, pleine de trous, qui avait une corde pour bretelle, le porcher lui donna le bâton qu'il lui demandait.
Ils partirent, laissant la cabane à garder aux chiens et aux bergers. Et celui qu'ils menaient était son maître, sous les traits d'un vieillard, d'un pitoyable mendiant, appuyé sur sa canne et couvert de méchants haillons. Après qu'ils eurent cheminé à travers les rocailles, ils arrivèrent près du bourg, non loin de la fontaine en pierre aux belles eaux, où chacun venait s'abreuver, et qu'avaient bâti Itacos, Nérite et Polyctor. Un bosquet de peupliers d'eau saignait cette fontaine de toutes parts, et du haut du rocher une onde fraîche tombait en ruisselant. Au-dessus se dressait l'autel des nymphes, où chaque passant déposait son offrande. Ils rencontrèrent Mélantéus, le fils de Dolios, qui amenait ses chèvres, les plus belles du troupeau, pour le repas des prétendants. 2 bergers le suivaient. En les voyant, il les prit à partie et leur lança 1000 horribles jurons qui firent sursauter Ulysse. « C'est bien là qu'on peut dire « un gueux conduit un autre gueux », tant il est vrai qu'un dieu fait s'assembler qui se ressemblent. Ah, porcher de malheur! Où peux-tu bien mener ce goinfre, ce détestable mendiant, fléau de nos festins? Un homme allant de porte en porte et s'usant les épaules à quémant des croûtons plutôt que chaudrons et trépieds. Si tu me donnais ce gueux-là pour garder mes étables, balayer le fumier et porter du verre aux chevreaux, avec mon petit lait il se ferait de bonnes cuisses. Mais comme il n'est instruit qu'au mal, il ne voudra jamais se donner à l'ouvrage. Il aime mieux aller gueuser et quémander de quoi remplir sa panse insatiable. Eh bien, je te le dis, et c'est ce qui s'accomplira, qu'il entre seulement au palais du divin Ulysse, et des mains des seigneurs les escabeaux vont lui voler à la tête et lui raboter les côtes sous les coups. À ces mots, s'approchant de lui, ce fou lui détacha un coup de talon dans la hanche. Ulysse résista, sans sortir du sentier, se demandant tout à part soi s'il allait se jeter sur lui et l'assommer d'un coup, ou l'enlever de terre et lui briser le crâne au sol. Mais il se retint sagement, et ce fut le porcher qui rendit les affronts, puis il pria, les mains tendues. « Fille de Zeus, nymphe de cette source, si jamais Ulysse a cuit pour vous, bardé de graisse, des cuisseaux de chevreaux ou d'agneaux, exaucez le vœu que je forme. Puisse le maître revenir et les dieux nous le rendre. S'en serait bientôt fait des grands airs que ton insolence affiche et promène à travers la ville chaque jour, tandis que de mauvais bergers déciment tes troupeaux. » À ces mots, Mélantéus le chevrier lui répondit. « Grand Dieu, quel discours me tient là ce roquet de malheur! Un de ces jours, à bord d'un sombre vaisseau bien ponté, j'irai le vendre loin d'Ithaque, et j'en aurai bon prix. Et quant à Télémaque, ah, puisse l'archer Apollon l'abattre ici sur l'heure ou le livrer au cou des autres, aussi vrai que son père a disparu loin de chez nous. » Là-dessus, les laissant tous deux marcher d'un pas plus lent, il s'en fut et eut vite atteint la demeure du maître. À peine entré, il vint s'asseoir parmi les prétendants, en face d'Eurymaque, le plus cher de ses amis. Ceux qui servaient posèrent devant lui sa part de viande. Puis la digne intendante vint lui présenter le pain. Or, à 2 pas de là, Ulysse et le divin porcher venaient de s'arrêter. Le son d'une cithare creuse parvint à eux. La Haide était en train de préluder. Ulysse prit alors la main du porcher et lui dit « Eumée, oui, j'en suis sûr, c'est ici le palais d'Ulysse. On le reconnaît aisément, même entre beaucoup d'autres. Que d'étages superposés, quelle enceinte à la cour, quel mur, quelle corniche, et ce portail à double barre si bien bloqué. Nul homme ne pourrait le défoncer. Je crois que l'on prépare là-dedans un grand festin. Sens-tu le fumet et la graisse? Entends-tu résonner la lyre que les dieux donnent pour compagne au festin? » À ces mots, tu lui répondis ainsi, porcher Eumée. Tu l'as bien reconnu, avec ce bon sens qui t'habite. Mais voyons entre nous comment il va falloir s'y prendre. Ou bien tu entres le premier dans la riche demeure, tu te mêles aux prétendants et moi je reste ici, ou alors tu attends et c'est moi qui entre d'abord. Mais ne va pas traîner, de peur que te voyant dehors on ne te frappe ou ne te chasse. À toi d'y réfléchir. Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. Je comprends, j'ai saisi. Ton ordre je l'avais prévu. Marche donc le premier, c'est moi qui resterai ici. Pour les traits et les coups, j'ai acquis quelque expérience. Mon cœur est endurci, j'ai déjà grandement souffert de la guerre et des flots. Je veux bien de cela encore. Le moyen d'étouffer les cris d'un ventre qui réclame, de ce ventre maudit qui nous procure tant de maux. C'est à cause de lui qu'on arme ces nefs bien pontées qui vont piller les ennemis sur la mer inféconde. » Tandis qu'il se livrait à cet échange de propos, un chien affalé là dressa la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que de ses mains le brave Ulysse avait nourri, mais bien en vain, étant parti trop tôt pour la sainte Ilione. Les jeunes l'avaient longtemps pris pour chasser le lièvre, le cerf et les chèvres sauvages. Mais depuis le départ du maître, il gisait là sans soin, sur du fumier de bœuf et de mulet qu'on entassait en avant du portail, afin que les valets d'Ulysse eussent toujours de quoi fumer son immense domaine.
C'est là qu'était couché Argos, tout couvert de vermine. Or à peine avait-il flairé l'approche de son maître, qu'il agita sa queue et replia ses 2 oreilles. Mais il n'eut pas la force d'aller plus avant. Ulysse, en le voyant, se détourna, essuyant une larme, vite, à l'insu de Mée. Après quoi il lui dit ces mots. « Porcher, l'étrange chien couché ainsi sur le fumier. De corps il est vraiment très beau, mais je ne puis savoir si sa vitesse à court était égale à sa beauté, ou s'il n'était tout simplement qu'un de ces chiens de table que les maîtres n'entourent de leurs soins que pour la montre. » À ces mots tu lui répondis ainsi, Porcher Eumée. « Celui-là, c'est le chien d'un homme qui est mort au loin. S'il était resté tel pour les prouesses et l'allure, qu'Ulysse le laissa au moment de partir pour Troie, sa forme et sa vitesse auraient au fait de t'étonner. Jamais les bêtes qu'il traquait dans les forêts profondes ne lui ont échappé. Il connaissait toutes les pistes. Mais le voilà fort affaibli. Son maître a disparu loin de chez lui. Les femmes le délaissent, le négligent. Les serviteurs, dès qu'ils n'ont plus de maître à respecter, refusent d'accomplir le travail auquel ils se doivent. Zeus tonnant ôte à l'homme la moitié de sa valeur dès l'instant que vient le saisir le jour de l'esclavage. » À ces mots, il gagna la riche demeure et marcha droit vers la salle où se trouvaient les nobles prétendants. Mais Argos n'était plus. La sombre mort l'avait saisi, au moment de revoir Ulysse après 20 ans d'absence. Le divin Télémaque fut le premier dans la salle à voir s'avancer le porcher. Alors sans plus attendre, il lui fit signe de venir. L'autre, cherchant des yeux, choisit le siège réservé à l'écuyer tranchant qui découpait les parts pour les convives attablés. Portant ce siège, il alla se placer devant son maître, et dès qu'il fut assis, le héros prit sa part de viande et la lui présenta avec du pain de la corbeille. Bientôt après, Ulysse pénétra dans la grande salle, sous les traits d'un vieillard, d'un pitoyable mendiant appuyé sur sa canne et couvert de méchants haillons. Il s'assit sur le seuil de frêne, en dedans de la porte, contre le montant de cyprès qu'un artisan, jadis, avait habilement poli et dressé au cordeau. Alors Télémaque appela le porcher et lui dit, après avoir pris un gros pain dans la belle corbeille, et de la viande autant qu'il en tenait dans ses 2 mains. « Va donc porter cela à l'étranger, en lui disant d'aller quêter de table en table à chaque prétendant. La honte n'est pas de saison quand on manque de tout. » Dès qu'il eut entendu ces mots, le porcher se leva, et s'approchant d'Ulysse, il dit ces paroles ailées. « Télémaque étranger te donne ses mets et te prie d'aller quêter de table en table à chaque prétendant. La honte, dit-il, n'est pas de saison quand on n'a rien. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Grande Zeus, accorde à Télémaque un bonheur sans nuage, et fait que tous les désirs de son cœur se réalisent. Il dit, puis prenant des 2 mains les mets qu'on lui offrait, il les posa devant ses pieds, sur l'immonde besace, et mangea, tandis que l'Aède chantait dans la salle. Il finit son repas, comme l'Aède s'arrêtait. Les prétendants remplirent la grande salle de leurs cris. Athéna vint alors exhorter le fils de Laërté à mendier des bouts de pain parmi les prétendants, pour lui permettre de compter les bons et les méchants. Mais nul ne devait pour autant échapper à la mort. Ulysse, partant de la gauche, alla vers chacun d'eux, tendant partout la main, comme s'il l'avait toujours fait. Pris de pitié, il lui donnait, mais sa vue intriguait, et il se demandait qui il était, d'où il venait. Alors le chevrier Mélantios leur dit ces mots. « Écoutez-moi, ô prétendants de la plus noble reine. L'étranger que voilà, je l'ai déjà vu ce matin, il se rendait en ville, et le porcher l'accompagnait. Mais je ne sais pas trop de quelle race il se réclame. » Alors Antinous, prenant le porcher à partie. « Ô porcher trop fameux, pourquoi l'avoir conduit en ville? N'avons-nous pas déjà suffisamment de vagabonds, de détestables mendiants, fléaux de nos festins? Une foule de gens dévore ici les biens du maître, et tu n'es pas content? Il t'en fallait encore un autre. » À ces mots, tu lui répondis ainsi, porcher Eumée. « Antinous, ce que tu dis n'est pas digne de toi. Qui s'aviserait de chercher un hôte à l'étranger s'il n'est de ceux qui peuvent rendre service à chacun, comme un devin, un médecin, un dresseur de charpente, un Aède inspiré des dieux dont les chants vous ravissent? Tels sont les gens qu'on va chercher par la terre infinie. Nul n'irait inviter un mendiant qui le dévore. Mais toi, plus qu'aucun prétendant, tu n'as jamais cessé de rudoyer les gens d'Ulysse, et moi tout le premier. Cela m'est bien égal, tant que la sage Pénélope reste dans ce palais avec le divin Télémaque. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Silence, ne t'attarde pas ainsi à lui répondre. Antinous a toujours su exaspérer les gens avec de durs propos et y inciter tout le monde. » Puis pour Antinous, il eut ces paroles ailées. « Antinous, tu as vraiment pour moi les soins d'un père.
Tu me demandes d'expulser cet hôte de ma salle sans ménager tes mots. Puisse le ciel m'en empêcher. Non, prends et donne-lui, je le veux bien, je t'en conjure. Tu n'auras rien à craindre de ma mère ou de quiconque parmi les serviteurs vivant chez le divin Ulysse. Mais ton cœur est bien loin d'avoir une telle pensée. Tu aimes 100 fois mieux manger que donner à un autre. Alors Antinos prit la parole et répondit. Ah, prince fanfaron et coléreux, que dis-tu là? Si chaque prétendant donne à cet homme autant que moi, le palais pour 3 mois sera débarrassé de lui. Il dit, et sous la table, il prit alors le tabouret, où pendant le festin il appuyait ses pieds brillants. Les autres cependant donnaient, remplissaient sa besace de viandes et de pain. Déjà Ulysse revenait au seuil et s'en allait goûter aux dons des Achéens, quand s'arrêtant auprès d'Antinos, il dit ces mots. « Donne, ami, tu ne m'as pas l'air d'un obscur Achéen, mais d'un grand prince à en juger par ta mine de roi. Tu dois donc me donner du pain, et plus que tous les autres. Ainsi pourrais-je te louer aux 4 coins du monde. Moi aussi j'ai vécu un jour heureux parmi les hommes, dans un riche palais, et j'ai donné à plus d'un pauvre, sans demander son nom, sans consulter que ses besoins. J'avais une foule de serviteurs, et tous ces biens qui font la vie heureuse et vous rangent parmi les riches. Mais Zeus m'a tout ôté. Il le voulait sans doute ainsi. C'est lui qui m'envoya, avec des pirates de mer, dans l'Égyptos, un long voyage, afin que j'y périsse. Je fis mouiller dans l'Égyptos mes nefs à double galbe. Alors je demandai à mes fidèles compagnons de rester auprès des vaisseaux pour y garder les nefs, et charger les observateurs de monter sur les guettes. Mais cédant à leur fougue et n'écoutant que leur envie, ils coururent piller les riches terres du pays, emmenant femmes et enfants, et massacrant les hommes. Le cri ne tarda pas à parvenir jusqu'à la ville. Accourus à cette rumeur dès la pointe de l'aube, piétons et gens de chars emplirent toute la campagne de bronze scintillant. Zeus, le grand manieur de foudre, sema la panique en nos rangs, et pas un de nos hommes n'osa leur faire front, car le danger était partout. Plus d'un des nôtres fut tué à la pointe du glaive. Les vivants furent emmenés pour le travail forcé. On m'envoya à Chypre avec un hôte de passage, Dmétor, fils d'Iazos, le seigneur tout-puissant de Chypre. De là, je suis venu ici, après bien des souffrances. Alors Antinos prit la parole et répondit. « Quel dieu nous dépêche ici ce fléau, ce trouble fête? Va te mettre au milieu et ôte-toi de cette table où je te renvoie aux douceurs de l'Égypte et de Chypre, espèce d'effronté qui mendigote sans vergogne. Tu vas te planter devant chaque table et tous te donnent sans compter. Ils ont la main large, avec le bien d'autrui, point n'est besoin de retenue, il suffit de puiser. » Alors Ulysse l'avisé se recula et dit, « Grand Dieu, comme ton cœur est loin de valoir ta beauté. Chez toi, offrirais-tu un grain de sel au suppliant, toi qui, assis en ce moment à la table d'autrui, me refuses le pain, quand tu n'as qu'à puiser au tas ?» Alors Antinos, laissant éclater sa colère, le fixa d'un œil torve et dit ces paroles zélées. « Cette fois, crois-moi, tu ne sortiras pas entier de ce palais. Et comment donc, tu oses m'insulter ?» Et de lui lancer l'escabelle en pleine épaule droite sur le sommet du dos. Ulysse resta sans broncher, solide comme un roc, et le cou ne put l'ébranler. Il hocha la tête et se tut, roulant de noirs dessins. Il revint s'asseoir sur le seuil, et déposant par terre sa besace toute garnie, il dit au prétendant. « Écoutez-moi, ô prétendant de la plus noble reine. Voici ce que mon cœur me dicte au fond de ma poitrine. On ne peut ressentir nulle douleur, nulle tristesse à se voir frapper en luttant pour ses propres richesses, que ce soit des troupeaux de bœufs ou de blanches brebis. Mais les coups de cet homme-là, je les dois à mon ventre, ce ventre triste et odieux qui nous fait tant souffrir. Si pour le pauvre aussi il est des dieux, des Érini, que la mort frappe Antinos avant qu'il se marie. » Alors Antinos, fils de Pythès, lui répondit. « Oh l'étranger, mange et tais-toi, ou va chercher ailleurs, de peur que pour tes beaux discours nos jeunes ne te sortent par les pieds ou les mains et ne t'écorchent sans façon. » À ces mots, tous les prétendants furent scandalisés, et l'un des jeunes fats l'apostropha en lui disant « Tu n'as pas honte, Antinos? Frapper un pauvre bougre, grand fou. Et si jamais c'était un dieu venu du ciel? Les dieux prennent souvent les traits de lointains étrangers et vont de ville en ville en empruntant toutes les formes, pour s'enquérir des vertus et des crimes des humains. » Ainsi parlaient les prétendants, mais ils n'en avaient cure. Télémaque était consterné du coup qu'avait reçu son père, mais bien loin de verser une seule larme, il hocha la tête et se tut, roulant de noirs dessins. Quand la très sage Pénélope apprit qu'en la grande salle on venait de frapper un hôte, elle dit à ses femmes « Puisse Apollon, l'illustre archer, te frapper à son tour. »
Alors son intendante rinommée lui répondit. Ah, si nos malédictions se trouvaient accomplies, aucun d'entre eux ne reverrait l'aurore au trône d'or. La sage Pénélope reprit la parole et dit. Je les déteste tous, nourrice, à voir comme ils complotent. Mais cet Antinoos a vraiment la noirceur des parcs. Sous notre toit, un hôte malheureux vient mendier, pressé par le besoin, auprès de chacun des convives. Tous les autres lui ont donné, ont rempli sa besace, et lui, d'un escabeau, l'a frappé à l'épaule droite. Tandis qu'assise dans sa chambre au milieu des servantes, elle parlait ainsi, Ulysse achevait de manger. Elle fit donc venir le divin Porché et lui dit. Va donc, divin Eumée, et demande à cet étranger de venir jusqu'ici, que je le voie et l'interroge. Peut-être lui a-t-on parlé du malheureux Ulysse. Peut-être l'a-t-il vu. On dirait qu'il revient de loin. À ces mots, tu lui répondis ainsi, Porché Eumée. Reine, si seulement les Achéens voulaient se taire, tous les propos qu'il tient ne pourraient que charmer ton cœur. Je l'ai gardé 3 nuits et je l'ai retenu 3 jours chez moi, où il vient d'arriver, en fuyant d'un vaisseau. Mais il n'a pas encore fini de me narrer ses peines. Comme on suit du regard la haie inspirée par les dieux qui récitent ses chants pour émerveiller les mortels, on voudrait l'écouter sans fin, aussi longtemps qu'il chante. C'est ainsi que cet homme a su me charmer sous mon toit. Il prétend être pour Ulysse un hôte de famille. Il habitait en Crète, où vit la race de Minos, et c'est de là qu'il vint ici rouler de vague en vague à travers 1000 maux. On lui aurait appris qu'Ulysse vivait non loin d'ici, dans le gras pays des Thesprotes, et qu'il allait rentrer chez lui tout chargé de trésors. La sage Pénélope alors lui répliqua ainsi. Va, et fais-le venir, que je lui parle face à face. Les autres prendront leur plaisir assis devant la porte ou ici dans la salle, puisqu'ils ont le cœur en fête. Leurs biens, à eux, restent intacts au sein de leur demeure, car leur pain et leur vin ne vont qu'à quelques serviteurs. Mais eux, c'est dans notre maison qu'ils passent leur journée à immoler nos bœufs, nos moutons et nos chèvres grasses, à festoyer et boire notre vin au sombre feu, sans se gêner. Et le meilleur s'en va, car il nous manque un homme tel qu'Ulysse pour défendre ce palais. Ah, si Ulysse revenait, s'il rentrait au logis, son fils et lui leur feraient bientôt payer tous ses crimes. À ces mots, Télémaque éternua si fortement que le palais en retentit. Pénélope, en riant, se tourna vers Eumée et dit ces paroles ailées. Va, je te prie, et fais venir cet étranger ici. N'entends-tu pas mon fils éternuer à mes paroles? C'est signe que la mort va frapper tous les prétendants, et que pas un n'échappera au caire du repas. J'ajouterai ceci, et mets-toi bien la chose en tête. Si je constate qu'il me dit l'exacte vérité, je lui donne des habits neufs, la robe et le manteau. Dès qu'il eut entendu ces mots, le porcher s'en alla, et s'approchant d'Ulysse, il dit ces paroles ailées. Brave étranger, la sage Pénélope te demande. Mère de Télémaque, elle ne vit que dans l'angoisse, et aimerait bien s'enquérir du sort de son époux. Si elle voit que tu lui dis l'exacte vérité, elle te couvrira de la tunique et du manteau dont tu as tant besoin. Quêtant ton pain parmi le peuple, tu rempliras ta panse et te donneras qui voudra. Ulysse l'endurant lui fit alors cette réponse. Porché, je serais prêt à ne rien dire que de vrai à la fille d'Icarios, la sage Pénélope. J'en sais beaucoup sur lui. Notre détresse fut la même. Mais je crains la cohue et l'humeur de ses prétendants, dont l'arrogance et les excès vont jusqu'au ciel de fer. Tout à l'heure, en effet, comme je traversais la salle sans rien faire de mal, cet homme m'a brutalisé sans que ni Télémaque ni personne n'intervînt. Dis donc à Pénélope qu'elle attend de là-dedans jusqu'au soleil couché, si forte que soit son envie. Alors elle pourra m'interroger sur son époux. Mais qu'elle m'approche du feu, je suis si mal vêtu. Tu le sais bien, c'est toi que j'ai imploré le premier. Dès qu'il eut entendu ces mots, le porcher s'en alla. Comme il passait le seuil, Pénélope l'interpella. Porcher, tu viens sans lui? Que veut-il donc, ce mendiant? De qui peut-il avoir si peur? Ou se gênerait-il dans le palais? Mais pour un gueux, la gêne est déplacée. À ces mots, tu lui répondis ainsi, Porché Eumée. Il parle sagement, et tout autre eût pensé de même. Il veut éviter les excès de ces grands effrontés. Il t'engage à attendre jusqu'au coucher du soleil. Même pour toi, ce sera beaucoup mieux ainsi, ô reine. Tu seras seul à lui parler et seul à l'écouter. La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. Cet hôte, quel qu'il soit, n'est point dépourvu de bon sens, car je ne crois pas qu'il y ait sur terre des mortels assez iniques pour tramer de semblables folies. Elle parla ainsi, et comme le divin Porché n'avait plus rien à dire, il rejoignit les prétendants. Il alla droit sur Télémaque, et se penchant vers lui pour n'être entendu d'aucun autre, il dit ces mots ailés. Ami, je pars garder mes porcs et ce qui est là-bas, ton avoir et le mien. Toi, ici, prends bien soin de tout. Songe d'abord à ton salut, et fais attention qu'il ne t'arrive rien. Tant d'Achéens veulent ta mort.
Puisse Zeus les anéantir avant qu'ils ne nous perdent. Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. Bon père, il en sera ainsi. Va-t'en, voici le soir. Tu nous ramèneras demain quelques belles victimes. Le reste, ce sera aux dieux et à moi d'y veiller. Il dit, puis alla se rasseoir sur le siège poli. Dès qu'il se fut rassasié de boire et de manger, il quitta la salle et la cour pour retrouver ses porcs, tandis que les convives se livraient tous au plaisir de la danse et du chant, car déjà le soir approchait.